Un invité sur la braise. Aïe 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 aïe. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Breads Fox Radio dans votre émission désormais culte, un invité sur la braise. Alors, avant toute chose, avant de présenter mon invité, je dédie cette émission à Eric Pierre et tout particulièrement au groupe Dinaractu, puisque mon invité fait partie du groupe Dinaractu, dont je fais moi-même partie. Bienvenue à toi, Thierry Guinaud, Dinardé et grand aventurier. Bonjour. Alors, bon, tu es venu de ton Vietnam profond. Oui. Tu es revenu aux sources, tu es revenu à Dinard. Oui, comme tous les ans, oui. Comme tous les ans. Enfin, depuis quelques années, hein, pas depuis trop longtemps. Je suis resté 10 ans sans venir quand même. Ah oui, quand même. Oui. D'accord. Une fois j'étais parti, après c'était difficile de revenir quand même. D'accord. Mais tu nous en raconteras ça tout à l'heure. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dire qui tu es, dire ce que tu veux bien nous dire? Qu'est-ce que je veux bien vous dire? Bon, t'es un gars du pays. Je suis un gars du pays. Je suis né à Dinard, oui, effectivement, et mes parents avaient un cinéma ici à Dinard qui s'appelle le Cinéma Palace, que beaucoup de Dinardais ont dû connaître et qu'on a fermé en 1977. Mais avant cela, il y avait une grande histoire par rapport à ce cinéma-là, puisque on a, je pense, reçu quasiment toute la population dinardaise, ne serait-ce que pour les séances Marie-Jeanne à l'époque, et où les films, les péplons et tout ça, enfin tout ce qui était tourné pour les écoles et tout ça, et on faisait c'était ouvert le samedi, dimanche, le jeudi après-midi, donc voilà. Donc c'était la belle époque de Dinard. C'était la belle époque de Dinard, oui. C'était les années 50, 60, 70, donc je pense que c'était une très très belle période, et puis c'est toutes les années de mon enfance, donc. Eric voilà. Pierre, toi qui es toujours dans la nostalgie, franchement, là, tu as une émission, elle est pour toi, tu vas pouvoir l'écouter, la réécouter. C'est vrai, on va le faire pleurer, là. Allez, c'est pour toi, Eric. Je l'ai loupé à Massy la dernière fois, parce que j'ai attendu mon train pendant 1h30, et je ne savais pas qu'il était à Massy, donc si j'avais su, j'aurais pris un café avec lui. Ben oui, alors moi j'ai pris le café avec Thierry, mais pas que. En fait, on a fait un petit crochet au Beau Séjour, on salue le Beau Séjour au passage à Saint-Énogat. D'ailleurs, c'est très bien. Hein, voilà, et donc on a déjeuné ensemble, donc j'en sais un peu plus sur Thierry Guinaud, et je ne dirai rien, de toute façon, c'est à lui de s'exprimer sur le micro de BFR, mais en tout cas, quel aventurier, quoi. T'es un petit peu Indiana Jones. Ah, je sais pas. Je ne sais pas. Ah si, quand même, faut le dire. Ah ouais, t'es incroyable, quoi. T'as un parcours de vie absolument enrichissant, il faut le dire. Ben oui, mais revenons à Dinard, donc ces belles années de Dinard, tu es un enfant du pays, est-ce que tu as des anecdotes croustillantes comment se dire ouais, bon, ici, en fait, réellement, moi j'ai fait mon apprentissage dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel de la Gare, à La Gouanière, c'était chez Tyrrell, je pense que ça a été vendu depuis quelques années, mais c'était la grande époque, Tyrrell, les grands menus, c'était servi sur les grands torpilleurs en argent, c'était la grande cuisine. D'accord, donc il faut quand même préciser à nos auditeurs, parce qu'ils ne le savent pas, eux, que tu es... cuisinier. Voilà. Et chef. Chef, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Enfin, il a 4 barrettes qui brillent là sur les épaules. Non, même pas, les barrettes, non. Je plaisante. C'est des arêtes. C'est des arêtes, oui. Non, c'était... Mais bon, moi, ça a commencé à l'âge de 13 ans, réellement. Donc, d'ailleurs, je suis allé hier à Jugon-les-Lacs, où j'ai redécouvert la première pizzeria... Ah, pas la pizzeria, qu'est-ce que je raconte? La première crêperie qui s'appelait Krampusmad, où j'ai fait ma première saison à l'âge de 13 ans. Ah, en effet, ça date. Hein. Oh, ça date, c'était... il y a 47 ans de ça, donc c'est pas d'hier. C'est pas d'hier. Pas d'aujourd'hui, du moins. Et en fait, c'était ces gens-là avaient la crêperie du roi à Dinard. Oui, qui existe encore. Hein, oui, qui existe encore. Oui, la crêperie du roi, c'est vrai. Et ils ont vendu à l'époque, je pense que c'était en 1968, et en 1969, ils se sont montés à Jugon-les-Lacs, et c'était nous, comme on y allait tous les dimanches quasiment avec la famille, donc on connaissait bien les patrons, René et Louisette. Et donc moi j'avais dit à ma mère
écoute, moi je veux faire cuisinier, j'étais un vrai cancre à l'école, et puis d'ailleurs je pense que tous mes copains de l'époque ne diront pas le contraire, j'étais au fond de la classe, donc au 50e rang, donc derrière, et je suis dit à ma mère un jour, écoute, je veux faire de la cuisine. Donc mon père m'avait dit, de toute façon, toi un jour, quand tu seras grand, tu seras chef. Je dis oui papa. Donc j'ai dit ça et maman a décidé de contacter ces gens-là et leur dire écoutez, Thierry voudrait faire la cuisine. Donc je suis allé faire ma première saison là-bas, d'abord les week-ends. J'avais 13 ans et puis en 69 et je suis allé faire une saison, ma première saison où j'ai gagné 250 francs dans toute la saison. D'ailleurs c'était une horreur et je travaillais toute la journée, tous les jours. Donc je faisais les gamelles, j'épluchais les patates, je me faisais engueuler par le chef René, on égorgeait les lapins dans la cour derrière, on dépiotait tout ça. Donc c'était un travail de fou, mais je regardais ça avec, je vivais ça quand même avec un certain bonheur quand même, parce que pour moi j'étais en dehors de la maison et je vivais quelque chose qui m'appartenait en fait. J'étais dans mon coin et je découvrais. Il n'y avait pas encore de lycée hôtelier à Dinard. Le lycée hôtelier n'existait pas encore. Et en fait. Donc tu es un des pionniers de la cuisine dinardaise qui a été exportée, on va dire. On pourrait dire ça, ouais. Donc la première chose que j'ai appris, c'est faire des crêpes et des galettes, donc complètes au beurre, machin, chocolat, tout ça. Et c'était assez intéressant et je regardais ça avec beaucoup d'intérêt. Et j'aimais ça. Donc c'était aussi beaucoup de souffrance, parce que quand on a 13 ans, on est encore un enfant. Ouais. Et on est dans un monde d'adultes qui est sans merci en fait, où des gens, je me rappelle à l'époque d'ailleurs, c'était les premiers menus pilotes. Les boissons pilotes qu'on voit affichées aujourd'hui dans les bars, c'est les prix minimum. Et ça a été la première année où on imposait dans tous les débits de boissons et restaurants un menu pilote et une boisson pilote. Donc c'était le menu à 8 francs 50 avec une entrée, un plat et un dessert et puis voilà, donc et ça coûtait 8 francs 50. Donc c'était pas cher. Aujourd'hui on a mangé pour 9 €, donc un plat de très bien. Mais c'était très bien. Et c'était parti comme ça. Donc j'ai fait ma première saison comme ça. D'accord. Et ensuite je suis retourné à l'école, mais l'école me plaisait pas du tout, quoi. J'étais à l'école Sainte-Marie. Chez les frères Quatre-Bras, ça on pourrait en raconter long là-dessus, mais bon, et puis un jour j'ai dit, ok, il faut que ça se termine. Donc 13 ans, 14 ans, à 14 ans je fais ma deuxième saison, 14 ans, voilà. En 1970 je fais ma deuxième saison à Saint-Malo, porte de Dinan, restaurant du Môle. Et c'était le chef qui était le patron, Malo, qui était un homme extraordinaire, qui m'a appris à faire les premières soles meunières, les moules marinières. Il m'apprenait à les frapper dans une casserole pour leur faire cracher un maximum de jus et les cuire le plus rapidement possible pour qu'elles soient onctueuses et tout. Elles étaient extraordinaires d'ailleurs. Et j'ai appris tous ces petits trucs-là, ces petits trucs de chef. Et Malo, c'était un ancien Terre-Neuve, donc c'était le restaurant du Môle à la porte de Dinan. Donc moi, j'avais juste à prendre la cale des vedettes vertes à Dinard. Je montais dans la cale, j'arrivais à la cale de Dinan et je montais au restaurant et je passais ma saison là. Donc, et je faisais tous les week-ends là-bas aussi. Donc ça, c'était aussi une période extraordinaire puisque comme Malo, lui, il ouvrait le bar le matin. Pour les marins pêcheurs de Saint-Malo, il y avait Bibine, qu'on appelait Bibine parce qu'il se payait des bières à 4 heures le matin. Il y avait Mumu parce que c'était son petit déjeuner, il prenait le muscadet à la... Et moi j'avais 15 ans, enfin, oui c'était 15 ans, 70, c'est ça, j'étais dans ma 15e année. J'étais là, c'était 70, 71, bouge pas. J'ai dû faire... Je ne bouge pas. Ouais, c'était en 71. Donc je faisais tous les week-ends et c'était en 71 et dans ma 15e année. J'avais pas encore 16 ans, mais en 70 et en 71, je faisais ces saisons-là chez Malo. D'accord. Et
tous ces marins-là, moi je me levais avec Malo parce que je voulais voir ces mecs-là, parce que c'était des mecs extraordinaires. Les marins, c'est des types, des personnalités extraordinaires, des types des gens à part. Des gens à part, les mecs qui dorment avec leur bonnet bleu sur la tête. Respect aux marins. Avec un respect total pour ces gens-là. On sait quand ils partent, on sait jamais s'ils reviennent. Donc alors justement, moi je propose une chose, tu vois, je vais même me faire plaisir. Déjà c'est un grand plaisir pour moi que tu sois venu, c'est une découverte, on a déjeuné ensemble, je t'ai écouté avec beaucoup d'attention, j'avais les yeux comme des soucoupes, tellement que j'étais... Mais alors, enchanté de tout ce que tu peux nous raconter, et je pense que nos éditeurs aussi vont être ravis. Mais tu vois là, je vais me gratter le nombril, on va écouter une chanson de marin, mais une des miennes, qui s'appelle Le Prix à payer. Une chanson que je dédie aux Bretons, parce que celle-là, cette chanson, vraiment, je l'ai pris dans l'esprit de la Bretagne, parce que je savais qu'un jour, je viendrais m'installer en Bretagne. Alors, je te la dédie aussi à toi, et puis à nos auditeurs de Dinaractu. Merci. Allez, on se reprend le micro après. D'accord. Braves Folks Radio. Braves Folks Radio. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Braves Fox Radio dans Un invité sur la Braves. Aujourd'hui, une personnalité absolument incroyable. Oui, un dinardé, un pur et dur. Un pur et dur, mais qui nous vient de loin. Je pourrais dire Tintin et le Lotus Bleu. Non, il s'agit de Thierry Guinaud et le Lotus Bleu, puisqu'il nous vient du Vietnam. Ouais. Bon, tu nous diras après pourquoi tu as été au Vietnam. Là, on parlait de ton apprentissage dans l'univers, Saint-Malo, oui. à Saint-Malo, dans l'univers culinaire. On parlait des marins, on parlait de Malo, justement. Voilà, continue. Et alors, c'est tous ces matafs là, tous ces marins qui venaient boire leur canon avant de partir, avant de prendre le bateau. Donc c'était suivant les marées, hein, ça pouvait être, mais c'était souvent 4h du matin, 5h du matin. Donc je me levais avec lui parce que je voulais découvrir ces gens-là, je voulais découvrir cette ambiance-là. Et je leur servais leur sandwich, leur café, leur mumu, enfin tout ça. Mumu, c'est quoi? Le muscadet. Ah, merci. Et puis j'étais le bleu. Oui, ça c'est un bleu. Le bleu. Et en fait, et ça a duré quand même toute une saison comme ça. Et un jour, le 14 juillet, je me souviens, ils se sont tous pointés ils ne travaillaient pas ce jour-là, donc c'était la fête nationale et tout. Je me rappelle, il y avait une fête intramuros et tout ça. Et ils se sont tous pointés un soir. Et ils ont demandé à Malo, dire est-ce qu'on peut emmener Thierry avec nous? Et moi j'étais gamin, hein, j'avais même pas 15 ans, enfin si, j'avais 15 ans. Et Malo a dit oui, il était j'étais mineur, donc mais t'inquiète pas, on va prendre soin de lui et tout ça. Donc j'étais entre une douzaine de marins, pêcheurs, qui étaient encore en vareuse, qui avaient encore les bottes et tout ça, et on a fait les tournées des bars de Saint-Malo. Moi j'étais à l'Orangina, non, ils m'ont pas fait boire, absolument pas. Ils t'ont secoué quand même. Non, ce qui s'est passé, c'est que je découvrais leur univers, et il me dit oh, viens, on va te montrer. Et c'est vrai que partout où ils passaient, ils étaient connus dans tous les rades de Saint-Malo, et ils étaient respectés. Et moi, j'étais devenu la mascotte, leur mascotte, parce que ils avaient apprécié que tous les matins j'étais là pour leur servir. Des fois, je les mettais même sur leur plate pour rejoindre leur chalutier quand ils étaient un peu bourrés ou ils avaient le mal de terre. Donc ils titubaient une fois, et une fois qu'ils étaient sur la plate, ils marchaient droit les mecs. Donc c'était extraordinaire. Ils appréciaient ça. Ils appréciaient les services que je leur donnais. À mon âge, ils disaient mais c'est un et je suis devenu la mascotte de ces gens-là. Et ça a duré, c'était les années 70-71. Après, je suis rentré en apprentissage chez Tyrrell à La Gouinière pendant 3 ans. Et puis après, j'ai commencé à voguer, quoi, donc tout seul. Dont 3 ans d'apprentissage, on peut passer dessus parce que c'était. Bien sûr. C'était dur. Hein, on prenait des coups. On n'était pas toujours forcément bien traité en tant qu'apprenti. À l'époque, il y avait pas on n'était pas tant dans des cocons. Et on était
pas tant protégés que le sont maintenant les jeunes, mais bon, heureusement qu'ils le sont, parce que en même temps. Je leur donne pas... On ne va pas faire l'apologie de la fessée dans cette émission. Certainement pas. Voilà. J'en ai assez... voilà. Bon, bref. On en a assez reçu. On va passer ça. Voilà. Mais je raconte ça sur un site, j'ai mon propre site où je raconte tout mon itinéraire depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Donc... on en citera après. Et après, je suis parti à Paris, je suis parti un peu partout, mais c'est surtout à Dinard que ça a commencé. Donc, j'ai travaillé la première saison pour Gilles Arrivé. Gilles Arrivé, c'était l'Univers à Dinard. Et l'Univers, c'était la place de la République. C'était le bar où on se rencontrait tous. Gilles Arrivé, c'est les compagnons de la chanson. Donc, c'est un type extraordinaire. Il avait l'hôtel des Corbières à la Malouine, et c'est là que j'ai commencé à travailler pour lui. Donc, et je travaillais avec un Mauricien qui s'appelait Jocelyn, qui était un type extraordinaire, et on travaillait tous les deux, et on faisait du bricolage entre les saisons pour pour repeindre l'hôtel et tout ça. Et j'ai travaillé là, et après je suis parti en saison d'hiver, et je suis revenu, et après j'ai travaillé pour comment elle s'appelle, Simone et Dédé Le Bihan, le nautique. J'ai travaillé avec Jean-Pierre Poulou, que certaines personnes se rappelleront de Poulou, qui était un type extraordinaire, qui avait travaillé avec le chef Nicolas à La Roche-Corneille, qui avait fait son apprentissage là-bas. Donc, et moi j'ai été embauché par Simone Le Bihan au Pingouin pour faire un grill. On a travaillé 2 saisons ensemble, et ainsi de suite. Et c'est là que je suis parti en Afrique un jour. Donc, en sortant d'une saison, j'ai reçu un carton de l'ANPE. Enfin, c'était les premiers bureaux d'ANPE qui s'ouvraient à Dinard à l'époque. Je trouvais ça, on savait pas trop ce que ça voulait dire, mais enfin bon, on s'inscrivait là-dedans. Donc, c'était peut-être, on n'avait pas trop besoin d'emploi, puisque de l'emploi, on en retrouvait à Tire-Larigot. À l'époque, oui. À l'époque, c'était facile. On sortait d'une saison, on en retrouvait une autre 5 minutes après. Et j'ai reçu un carton pour me présenter pour une annonce pour partir en Afrique. Et c'était au Togo. J'ai été voir ce monsieur-là, apparemment il connaissait ma famille et tout, mais bon, c'était pas la raison, c'est que mon curriculum vitae correspondait un peu à ce qu'il recherchait, donc la qualité de travail que je fournissais, déjà à l'époque, bon, quand même rebelle un peu, mais quand même. Et je suis parti au Togo, comme ça, en 1978. Et je suis parti là-bas, et ce que j'ai découvert, c'était mon premier voyage vraiment à l'étranger. L'Afrique. Et bon, je pense que tu connais l'Afrique. Ouais, quand tu es arrivé là-bas, moi je l'ai quitté, tu vois. Voilà, c'est ce que tu me disais, ouais. Donc moi j'arrivais là-bas, j'avais quoi? J'avais 22 ans, je débarquais en Afrique, j'étais dans un terrain inconnu, on m'a emmené, j'arrivais à Lomé d'abord, et ensuite on m'a emmené à 100 km de Lomé, dans un village qui s'appelait Tabligbo. On travaillait pour la Cimao, qui était la plus grosse cimenterie on construisait, les gens construisaient, c'était Polysius France, les tours de pôle et tout ça. On construisait la première cimenterie du Togo, qui était une alliance entre plusieurs pays déjà à l'époque. C'était un truc énorme. Et moi j'ai travaillé dans une base vie où on avait une centaine de Français qui étaient là, et moi je faisais la cuisine avec les Africains, et c'est là où j'ai appris des choses extraordinaires, à vivre en Afrique, à découvrir la bourse. Tu as mangé local un petit peu là-bas? Serpent J'ai mangé local, mais j'ai parfois évité aussi. Le ragouti. Ou une Gembo. On savait pas trop des fois, on s'arrêtait sur le bord de chemin, on mangeait une brochette. C'est quoi? Mais bon, c'était bon. C'était bon. Ça avait du goût, donc c'était... C'était goûtu. C'était goûtu. Mais c'est vrai que c'était un univers particulier. Et les Africains au Togo étaient d'une gentillesse. C'était extraordinaire, parce que des fois, on faisait l'aller entre le camp et Lomé, on allait s'amuser à Lomé. On allait dans un bar qui s'appelait l'Abreuvoir, qui était tenu par des Corses. Donc on allait, deux fois le week-end, on allait à l'Hôtel de la Paix, au Tropicana. Donc on passait le week-end, et le soir on allait à l'Abreuvoir chez ce Corse, là, et tout ça.
Et on pouvait laisser les voitures ouvertes, personne nous piquait les voitures, il nous arrivait de laisser tomber un portefeuille avec de l'argent dedans, les gamins nous couraient après, nous le rendaient avec tout l'argent qu'il y avait dedans. Donc le Togo était un paradis à cette époque-là. Et il n'y avait pas d'animosité, il n'y avait pas d'histoire de racisme, il n'y avait pas d'histoire de couleur, il n'y avait pas tout. C'était un endroit extraordinaire. En plus, c'était magnifique. Donc j'ai passé des moments inoubliables au Togo. Et ensuite, je suis rentré en France, j'ai refait une saison pour Simone au Pingouin et je suis reparti après au Nigeria. Et alors là, le Nigeria, oh là 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 là, ça c'était une autre histoire. C'était une autre histoire. Et c'était carrément, c'est violent le Nigeria. C'est un pays très violent. Donc, ils sont en conflit tout le temps, hein, non? Et puis il y a beaucoup de guerres ethniques, vraisemblablement. Guerre ethnique, oui, beaucoup. Et c'est la situation géographique qui fait ça peut-être aussi, non? Le Nigeria Non, Nigeria, le Cameroun d'un côté, mais je pense que c'est surtout dû au pétrole. Ils ne faisaient pas partie de l'OPEP, ils ont bousillé les cultures, l'agriculture au profit du pétrole, donc il y a eu des guerres qui se sont installées, ethniques aussi. Moi je me suis retrouvé dans un truc, dans des histoires de fous là-bas, donc j'y ai vraiment eu peur pour ma vie aussi des fois, donc c'est grave le Nigeria, c'est grave. Je me suis retrouvé, je faisais le ravitaillement aussi, mais on était à 800 km de Lagos, et il fallait que je descende à Lagos avec mon camion, avec un isothermique de 10 mètres cubes derrière, avec un moteur à essence sur un berlier, tu sais, le berlier avec un petit tonneau devant, là, c'était un 12 tonnes, un truc à plateau. Et je descendais une fois par mois du camp sur Lagos, donc c'était 12 heures de route, ça marchait à 90, 100 à l'heure, on lâchait tout dans les côtes pour aller plus vite, et puis on remontait, et moi je me mettais au volant parce que mon chauffeur il dormait à côté, et un soir, alors ça c'était le plus terrible, je crois que c'est l'histoire la plus terrible de ma vie en Afrique, c'était un 23 décembre au soir, je ramenais toute la marchandise de Noël et du Nouvel An pour tous les gars qui étaient restés sur le chantier et tout ça, et ils le méritaient, ils en avaient besoin. C'était des soudeurs qui travaillaient dans des conditions pas possibles et tout ça. Ils gagnaient de l'argent, mais bon, les conditions étaient vraiment particulières. Et moi, je prenais d'énormes risques pour faire le ravitaillement, parce que pour faire revenir de la crème, du saumon, du champagne, du whisky, et tout ça, c'est un pays musulman quand même, il fallait des licences, il fallait des autorisations. Moi, je ne les avais pas forcément. J'avais des autorisations, une boîte de petits pois, ça coûtait 50 francs de l'époque. Tu vois, c'était assez particulier. Donc, je faisais mon ravitaillement de viande, congelé avec mon isothermique, comme ça, je passais un peu dans différents endroits. Et puis, je faisais du marché parallèle, ce qu'on pourra dire comme ça, qui était un trafic en fait avec des gens que je connaissais qui faisaient du passage entre le Cameroun et le Nigeria, d'autres qui venaient du Togo, et ceci, ça, tous les pays qui étaient plus ou moins limitrophes, et on faisait des deals comme ça sur le trottoir, donc je passais avec de l'argent liquide, donc je pouvais me faire agresser n'importe quand, personne ne savait que j'avais de l'argent liquide sur moi, et je payais comme ça sur le trottoir, et des trucs que j'avais commandés par radio et tout ça, parce qu'on n'avait pas le téléphone, on n'avait pas tous ces trucs incroyables qu'on a aujourd'hui, c'est tout marché par radio ou par téléphone africain, c'est tam-tam, machin. Ouais. Ou par nos gars qui relayaient aussi la formation. Et je rencontrais mes passeurs comme ça, et puis je faisais du vite, et puis je mettais ça dans mon camion, je mettais le cadenas, et puis je reprenais la route. Et ce 23 décembre, il fallait que je sois là le 24 décembre, que je traite tout ça. Et le 23 décembre, j'aurais dû remonter sur le camp de bonne heure, bien avant midi, à 7-8 heures. Il aurait fallu que je sois sur la route pour arriver avant 7-8 heures le soir.
Mais là, je suis parti à midi, 1h, et j'ai pas pu faire autrement. J'y vais pas. Et j'avais en plus la prime des ouvriers dans une valise, sous mes fesses, sous le camion, qui était de 70 millions de Naira. Et c'était quelque chose comme 35 000 euros aujourd'hui. Une somme qui, savoir qu'au Nigeria, pour 100 francs de l'époque, 100 francs, c'est quoi? C'est en euros, ça ferait quoi 100 francs aujourd'hui? C'est rien, quoi. C'est 10 euros. On se faisait facilement trucider, égorger. C'est le Nigeria, c'est pas le paradis. Et donc, j'ai dit, j'avais cette prime-là sous les fesses et tout, et j'étais assis dessus, et il n'y avait pas de clé, il n'y avait rien, et je me dis, bon, j'y vais pas, et puis j'y vais. Et donc, je prends la route, je sors de Lagos. 300 km après, à Benin City, je me retrouve à 6h du soir, coincé dans les go-slow, c'est-à-dire les embouteillages de Benin City. Les Africains qui commençaient à me regarder, j'avais un moteur qui marchait sur l'isothermique, donc ça voulait dire qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Et je voyais les mecs qui commençaient à s'intéresser, et moi je marchais au pas, et je voyais les mecs qui commençaient à s'intéresser à mon camion. Je dis oh là là, et j'ai commencé à déconner, en fait, à attirer leur attention, parce que les Africains, c'est facile dans ces milieux-là. Et puis ils me regardaient, et puis on a réussi à passer comme ça. J'ai attiré leur attention, j'ai flippé comme un malade. Et on a mis peut-être 1h, 1h30 à passer toute cette ville. Et après, on a repris la route. Donc à 7h, 8h le soir, je me suis retrouvé sur les grands axes, parce que les routes sont larges au Nigeria, même à l'époque. Et on est remonté au camp. Je suis arrivé au camp à 50 km du camp. Je vois, il était 11h du soir, 11h, 11h30. Et à 50 km du camp, je vois en travers de la route une lanterne. Et je savais qu'au Nigeria, les flics ou l'armée, enfin surtout les flics, prêtaient, on pourra dire ça comme ça, ou louaient leur uniforme à des brigands, ou devenaient eux-mêmes des brigands de grand chemin. Donc tous les camions étaient intéressants, surtout ceux qui roulaient à cette heure-ci. Et j'ai dit, c'est bon, ça y est, là, j'y ai droit. Là, j'y ai droit. Donc, j'ai fait ni une ni deux. Il y avait un barrage, c'est des espèces de tréteaux en bois, machin. Enfin, moi, j'ai pas eu le temps de voir. J'ai foncé dedans. Je suis parti comme un fou et j'ai bousillé le barrage. Et tout a volé en éclats. Bon, un camion, ça, quand même, ça résiste. Et j'ai continué. Mais comme j'allais à 90 à l'heure, j'allais pas aller bien loin. Et je vois les voitures, les mecs qui montent en voiture derrière et puis commencent à me suivre et me rattrapent. Et arrivé à ma hauteur, il dit « Monsieur Thierry, on est la vraie flic !» Et en fait, comme ils ne m'avaient pas vu rentrer sur le camp à l'heure, ils se sont inquiétés. Et comme j'entretenais des bonnes relations avec la police du coin, que je fournissais de temps en temps, donc voilà, ça s'est bien passé. Ils m'ont escorté le reste du temps. Voilà, ils m'ont dit « Mais vous êtes fou, vous êtes complètement fou de faire ça. » Je dis, est-ce que j'ai le choix? Non, t'avais pas le choix. Et c'est vraiment flippant, ça. Donc, Alors Thierry, je te propose une petite parenthèse musicale après ta saga africaine avec Geoffrey Oriema, un chanteur africain que tu vas adorer. Et on mettra de la musique celtique après quand on reviendra en Bretagne. De tes aventures. Folks Radio. Braise Folks Radio. Chers auditeurs, chères auditrices, pour ceux qui prennent cette émission en cours de route, un invité sur la braise aujourd'hui consacré à l'incroyable et coloré Thierry Guénaud qui nous raconte ses aventures. Non mais on dirait Tintin au Congo, on dirait Indiana Jones, on dirait... En fait, t'es un mélange, t'es un roman à toi tout seul. Non mais c'est extraordinaire, extraordinaire. Voilà, ouais. C'est exactement l'adjectif, extraordinaire. Mais qui c'est qui a dit que cuisinier c'était tranquille? C'est pas un métier tranquille, cuisinier. Loin de là. Enfin. Voilà. Alors, ta parenthèse africaine, effectivement, le Nigeria.
enfin le Togo, le Nigeria, avec cette anecdote que tu nous as racontée précédemment et que les auditeurs pourront réécouter tout au long de la semaine, puisque l'émission va être diffusée un jour sur deux à raison de 3 fois par jour, et ensuite on pourra l'écouter en replay sur notre chaîne YouTube, donc tout à loisir pour ceux qui ont raté cette émission. Donc c'est génial, on pourra la partager sur les réseaux sociaux. Tu vas voir, cette émission va faire le buzz Je sais pas. sur Facebook, c'est clair. Bon, déjà, quand je mets un commentaire, c'est pas mal. Voilà, on continue. Alors on va revenir faire un petit clin d'œil du côté de Dinard. Bon, tu es un enfant du pays. Aujourd'hui, quand tu viens à Dinard, qu'est-ce que tu ressens ? Comment tu perçois ta ville ? Est-ce que tu vois qu'il y a des changements ? Est-ce qu'il y a eu des changements qui se sont opérés sur la ville de Dinard ? Est-ce que tu as des regrets ? Est-ce que tu as de l'espoir pour ta ville ? On parle pas politique. Hein. De l'espoir. L'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Oui, ce que je ressens, de l'émotion en fait, parce que Dinard m'a bercé, a bercé mon enfance. J'ai eu des amis ici qui sont, bon, j'ai perdu de vue forcément. Je pense qu'on était une bande de copains à l'époque. Ils sont tous là, on se revoit, je rencontre des fois de temps en temps. Ils sont partis, il y en a qui sont morts aussi, malheureusement, et ça fait de la peine. Mais Dinard me crée toujours de l'émotion. Donc je me sens bien ici, je me sens calme, j'ai l'impression de revenir dans un cocon en fait. Ouais. C'est vrai que on a tendance un peu à oublier tout le reste en fait. C'est un endroit magnifique. Il y a un petit côté intemporel dans Dinard. Complètement. Et puis on n'imagine même pas, mais Dinard a quelque chose de particulier. Donc c'est une grande histoire. C'est chose que moi j'ai appris l'histoire de Dinard à l'extérieur. Parce que j'ai vu tellement de commentaires, j'ai vu tellement d'histoires racontées qui me semblent complètement erronées, en fait. Erronées, invraisemblables, détournées, ou à profit de qui ou de quoi, j'en sais rien, et puis ça je m'en fiche, c'est pas le problème, mais on est quand même sur le rocher de l'ours ici, c'est quand même, c'est quelque chose Dinard est un endroit particulier, on sait même pas que c'est l'ouverture de la guerre de 100 ans, c'est la fermeture de la guerre de 100 ans, il y a eu des personnages ici qui sont passés, qui ont vécu, qui ont fait des choses, qui ont changé l'histoire, qui ont participé à l'histoire. Qui ont participé, enfin changer l'histoire, non pas changer l'histoire, qui ont participé à l'histoire, qui ont fait l'histoire de la France et de la Bretagne. Et de la Bretagne notamment, c'est celtique. C'est profondément breton, Galaweg, comme je dirais. Oui, Galaweg, je voulais revenir sur ce terme que j'ai passé dans un de tes commentaires sur les réseaux sociaux. Galaweg. Qu'est-ce que c'est ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Et oui, on ne sait pas qu'on est des Galaweg. Il y a deux Bretagnes. Il y a la Bretagne, Basse-Bretagne et la Haute-Bretagne. La Basse-Bretagne, c'est les Bretons. C'est les Bretons qui ont immigré de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Angleterre. British, Breton, Bretagne, la Grande-Bretagne, c'est les Bretons. Ils ont immigré de 455, l'invasion des Saxons, des Anglais, les Saxons qui ont poussé les Bretons vers le pays d'Armorique. Ça, c'est le 5e siècle. Donc, le roi Arthur, il a existé. C'est pas une légende. Donc, mais bon, le reste est une légende. La légende qu'on connaît, c'est la légende de Geoffroy de Monmouth, qui était le conseiller d'Henri Ier. Donc voilà, ça c'est une autre histoire. Merlin l'Enchanteur, la fée Morgane, tout ça, tout le tralala, Lancelot du Lac et tout ça, c'est venu bien après. La Dame du Lac et tout ça, c'est venu. Mais le roi Arthur lui-même, c'est le roi ours qui a foutu les Saxons à la flotte. Donc tu vas faire plaisir à quelques-uns ici, je sens. En racontant ça. Il faut arrêter de. Il y a
il y a une légende, oui. Cette légende-là a traversé les âges. Elle a été reprise maintes et maintes fois. Elle a été écrite maintes et maintes fois. La guerre des Bretagnes, l'histoire des rois bretons. Donc le premier roi, il y en a eu 3 rois Arthur en Bretagne quand même. Au fil des époques, le roi Arthur, le nom du roi Arthur a été repris dans 3 époques importantes. Donc, si je peux me permettre de rebondir, le drapeau qu'il y avait avant l'arrivée de cette nouvelle municipalité à Dinard, le drapeau avec l'ours avait toute sa place à Dinard en fait. Bien sûr, c'est le rocher de l'ours. C'est le roi ours, puisque Arthur veut dire ours. Voilà, donc il avait toute sa place. Absolument. Il n'avait aucune raison de partir. Absolument. C'est pas autre chose. Arthur, c'est le roi ours. Et donc c'est le 5e siècle, c'est un breton qui vient de la Grande-Bretagne, qui a été repoussé par les Saxons et les Anglais, A-N-G-L-E. Donc c'est pas un Anglais, c'est un breton, voilà, qui eux se sont installés sur la Basse-Bretagne, la rade de Brest, Finistère, tout ça. Et nous, on est des Galaweg. On est la Haute-Bretagne, c'est les Galaweg. Vérifiez, c'est écrit dans l'histoire. Donc l'histoire de la Bretagne, des 2 Bretagnes. Donc voilà, je suis pas historien, hein, loin de là. D'ailleurs, il n'y a pas d'historien à Dinard, il me semble d'ailleurs. Non, je crois pas, non. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a beaucoup qui se prêtent, mais à l'exercice. Mais bon, on va pas faire de politique. Non, nous ne dirons pas du mal du voisin. Si le voisin, mais quand même, ce drapeau, il aurait pu rester là. Il était très chouette, ce drapeau. Mais bien sûr. Et en fait, la base du drapeau breton, en fait, c'est Jean IV, c'est Jean de Montfort. C'est comment je veux dire, l'ordre de l'Hermine. C'est 1380. Lorsqu'il a débarqué en 1379 avec les Anglais sans combattre, suite à la conspiration de Saint-Malo de 1378, où on voulait vendre la Bretagne aux Anglais. Donc ça, c'était autre chose. Et on a évité ce débarquement-là par le débarquement de Jean IV sans combattre. Il faut bien dire qu'il n'a jamais combattu ici. Il a repris le duché de Bretagne. On est allé le chercher. C'est la coalition bretonne contre Charles V. Donc c'était le premier traité de Guérande et le deuxième traité de Guérande avec Charles VI. Donc c'est quelque chose de totalement différent. Et lui, il a créé l'ordre de l'Hermine, dont les Triskel, qui représente la queue de l'Hermine, qui était sur les boucliers des Celtes, puisque les boucliers des Celtes étaient couverts de peau d'hermine, plus la queue d'hermine qui représentait cette triskel. Voilà, c'est ça le premier, et qui était aussi puissant que le lys de France. Le lys de France. Voilà, puisque le duché de Bretagne est un duché, est un pays, c'est un pays celte. Voilà. Donc, voilà. Je vous avais dit que vous allez vous régaler avec Thierry Guénaud. Moi, à l'apéritif, déjà, j'ai eu ma dose. Pendant le repas, je vous en parle pas. Et alors là, troisième, là, c'est le dessert, je me régale. Non, il faut bien connaître. Donc, Jean IV, c'était pas Jean de Montfort, donc c'était pas non plus un petit saint. Il est revenu avec les Anglais ici. Donc, il a donné du pouvoir aux Anglais en redébarquant sur la Bretagne, reformé le duché de Bretagne et s'est opposé justement à l'annexion puisqu'on voulait. La Bretagne a été annexée 2 fois, Philippe Auguste, et 2 siècles plus tard, Charles V. Donc, Charles VI, quand il est mort, il s'est fait pardonner par Charles VI, qui lui ils ont signé le deuxième traité de Guérande. Voilà, donc c'est ça. Et le duché de Bretagne est devenu un duché à part entière, puisque Jean de Montfort est le duc de Bretagne. Voilà. D'accord. Voilà, c'est tout. Donc c'est aussi simple que ça. Après vient l'histoire de rejoindre la duchesse Anne et ceci, cela, Louis XII. D'ailleurs, si la statue a pété sur la place de Rennes, c'est qu'il y a une raison. On n'a jamais accepté les accords entre Louis XII et la duchesse Anne. Voilà, donc il y a des mouvements pour ça. Moi, je me rappelle dans les années 70, FLB-IRA, c'était aussi une bonne raison. Donc, oui, mais les mouvements existent encore, de toute façon. De toute façon. Donc, voilà. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous ne ferons pas de politique. C'est pas de la politique, voilà. C'est de l'histoire. C'est de l'histoire, voilà. C'est que de l'histoire, là, pour l'instant, justement, puisque c'est de l'histoire. Donc, Dinard, tu arrives, là, tu es de passage chez toi. Oui, chez moi, oui. Voilà. Comment tu ressens ta ville aujourd'hui ? Comment tu la vois ?
comment je Non, la mais vois. c'est vrai, nos amis de Dinar Actu d'autres groupes Facebook que je ne citerai pas, qui écouteront sans doute l'émission. J'espère, parce que... Oui, mais j'espère aussi. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à nos collègues de la Gazette, qui eux défendent bien le drapeau, l'ancien drapeau de l'ours. Bien sûr. Voilà. Et donc, voilà, comment tu ressens Dinard, toi, en tant que Dinardais, justement expatrié, quand tu reviens chez toi, au pays, cette année, comment tu ressens ta ville, quoi? Ah, c'est Et difficile. moi, je peux pas en parler parce que je ne suis pas un enfant du pays, tu vois. C'est difficile un peu, parce que ça me Est-ce paraît... que tu sens des différences? Est-ce qu'au fil des ans, tu sens que Ça me t'as paraît des un peu choses- divisé quand même. C'est, tu sens quand même déjà, les commentaires des fois sont assez violents, que puis sont assez accaparés par, certaines personnes? par un groupuscule. Donc c'est pas. Moi, j'aimerais que d'autres personnes qui restent dans l'ombre et qui ont vraiment envie de dire quand même quelques vérités, quand même, disent ce qu'ils pensent parce que c'est vraiment trop dirigé parfois. Donc la politique, je veux pas en faire. J'ai pas connu moi j'ai connu le Monsieur Mallet quand j'étais là. J'ai connu Yvon Bourges. Donc j'ai connu une autre époque. Il y avait des choses qui étaient faites. Il y avait des belles choses. Il y avait des choses qui étaient moins bien faites. On n'avait pas toutes ces discussions là aussi. Toutes ces polémiques. Toutes ces polémiques comme ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment virulent quelquefois. C'est violent. Et j'ai moi-même mis quelques posts que j'ai retirés parce que je trouvais ça complètement fou, quoi, de ne pas pouvoir s'exprimer de la façon dont on le voudrait, poliment, déjà, ça serait très bien. Et des fois, ça engage quand même à une certaine colère, quand même, parce que dire oh, ça va, et c'est pas parce que on n'est pas du même avis voilà, qu'on a le droit à se faire opinion. tirer, voilà, puis qu'on se fasse tirer à boulet rouge voilà, il y a des choses que j'ai pas forcément, que j'apprécie pas forcément. Il y a des choses qui se font à Dinard, oui, il faut les faire. Il y a des choses qui ne se font pas, il faudrait les faire. Mais ça sert à rien de discuter, de faire des polémiques pendant les petits discours. Les grands discours ont perdu la France, on le sait. Donc ça sert à rien tout ça. Il faut faire les choses. Voilà, il faut agir. Il faut agir. Il faut prendre le temps de faire les choses. Il faut laisser la chance aux gens de s'exprimer, d'exécuter ce qui doit être exécutable. Et puis voilà. Et puis moi, on voit toujours on doit être en Afrique, je sais pas, on n'avait peut-être pas ces fenêtres ouvertes, aujourd'hui on les a. C'était pas que la télévision, donc aujourd'hui on a Internet, ce qui permet de voir les choses de l'extérieur. Moi je suis en l'occurrence à 12 000 km. En instantané. En instantané. Et j'ai parfois envie de réagir, mais je dis bon... Ok, j'ai vu l'autre jour, c'est pas parce qu'on paye ses impôts, je dis je paye pas mes impôts à Dinard, je paye mes impôts là où je travaille. Et puis c'est pas la question, c'est la question d'être conscient et d'être suffisamment responsable pour dire voilà, des choses qui Ah plaisent. oui, toi tu as eu la réflexion des impôts, comme Éric Pierre d'ailleurs. Moi c'est parce que je suis pas un enfant du pays, moi, tu vois, parce que je suis. Alors les enfants du pays, qu'est-ce qu'il y a comme enfant du pays? Moi je suis dinardais, je suis né à Dinard, mes grands-parents étaient là depuis peut-être la fin du 19e, début du 20e. Est-ce que j'ai plus le droit qu'un autre? Ça veut rien dire. C'est insensé, hein? C'est insensé, ça n'a rien à voir, ça. Il faut exister, c'est tout. Et puis prendre soin de son environnement. Moi je pense que je suis plus concerné par l'environnement. Ce que je vois en arrivant chez moi, c'est des trucs qui me dépassent un peu. L'autre jour, j'ai pris une photo sur des caisses de polystyrène qui flottaient comme ça sur le long du quai de la Perle. J'ai dit, c'est quoi ce bordel, quoi, comment est-ce possible? On a un des littorales les plus, je sais pas, c'est les quand plus même beaux du monde, faut le dire. en plus beau du monde, quand même. On est au pied du bric-à-brac, on est au pied d'un premier institut que le commandant Charcot a ouvert pour les premières recherches marines et tout ça. Et il y a des saloperies qui flottent là, et on est content avec ça. Donc je suis pas content, moi. Donc, je reviens chez moi, je suis pas content avec ça. Je suis pas content de voir un chemin fermé qui n'a aucune raison d'être fermé. Donc je sais pas, on est sur du granit ici. Donc mais bon.
On va Ouais, peut-être pas... vaste débat. Non, mais c'est bien que tu te prononces là-dessus, c'est important. Oui. C'est important de connaître ton opinion. Et puis c'est le but un peu aussi de Brest Fox Radio, c'est de s'ouvrir aux personnes lambda, hein, Bien sûr. De la localité de Dinard et alentour, pour pouvoir s'exprimer Bien sûr. et donner son opinion, Bien sûr. sans faire de la politique. Alors moi, ce que je te propose, c'est de faire encore une petite parenthèse, mais cette fois-ci celtique, et je vais te faire découvrir un groupe que j'ai invité ici dans le studio de Brest Fox Radio, qui est un groupe du coin, qui est pas très loin, qui fait de la musique celtique, mais irlandaise. Il s'agit d'Adam H, qu'on prononce Adav en gallois. T'as vu que j'apprends vite? Ah oui, oui, oui. Je suis un vrai gars du pays. T'as un Galaweg. À tout de suite les humains. Brez Folks Radio. Brez Folks Radio. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Brest Fox Radio dans Un invité sur la Braise. Aujourd'hui, en présence de Thierry Guénaud, un dinardais expatrié qui nous vient tout droit d'Asie, qui nous vient de bien loin, du Vietnam. Mais oui Thierry, qu'est-ce que tu es allé faire par là-bas? Ah c'est une grande histoire. C'est-à-dire que je ne suis pas allé au Vietnam dans un premier temps. Le premier voyage, c'était la Thaïlande. Donc, forcément, j'ai rencontré mon ami en Thaïlande, qui était un jeune boxeur, qui m'a appris à vivre en Thaïlande, à me comporter en Thaïlande, qui m'a aussi ouvert la voie du bouddhisme sans adhérer forcément, parce qu'on ne devient pas bouddhiste comme ça. C'est une philosophie. C'est une philosophie de vie, c'est pas une religion déjà au départ. Donc, voilà, puis on peut prendre quelques préceptes et absolument, et s'en accommoder. Voilà. J'ai appris des choses avec ça qui ont calmé mon comportement quelque part. Ouais. La boxe thaï m'a apporté aussi une confiance, parce que c'est comme tous les arts, c'est pas un art martial, c'est un sport de combat qui est devenu, je ne sais pas si c'est pas rentré dans les arts martiaux, je sais pas, mais j'en sais rien. Ce qui permet de se battre contre soi-même, ça fait très mal. Hein, donc, je me rappelle le premier jour où j'ai voulu frapper un sac, parce que je les voyais tous, ces gamins là, en train de taper dans un sac en toile de jute. J'ai voulu faire le cake, le cacou, et puis j'ai dit moi c'est pareil, je vais le faire. J'ai frappé, je n'ai pas marché pendant 3 jours. Donc j'ai donné un coup de tibia dedans et j'ai pas marché pendant 3 jours après. Donc je me suis calmé, j'ai dit bon, vous m'apprenez. Et ils m'ont appris, et j'étais en pleine campagne, j'ai construit une maison là-bas, je vivais avec eux, je vivais avec mon petit ami, et c'est pas de problème à ce niveau-là, j'espère. Mais ça leur appartient. Hein. Oui, ça leur appartient. Et puis, je partageais mon temps entre la Thaïlande et Chamonix. Je travaillais à Chamonix à ce moment-là, donc je passais 4 mois à peu près en Thaïlande, et petit à petit, comme ça, je plongeais dans l'Asie. Et un jour, comme je t'ai raconté, j'étais avec mon petit ami, qui était lui qui était un novice, qui sortait des monastères, que j'ai rencontré dans des endroits tout à fait honnêtes, tout à fait. Faut pas faire d'amalgame. Faut pas confondre non plus. Et je vois quelque chose qui m'a fait péter les boulons. Je vois un jeune garçon qui devait avoir une 12aine d'années peut-être, entouré par des Européens et bedonnants, et j'ai failli leur foncer dans la tronche, quoi, parce que il faut le dire comme ça. Et mon ami m'a dit non, ne bouge pas, parce que c'est toi ne t'en mêle pas. Et ça parce que c'était les années 89, 90, tout ça, et c'était chaud quand même. Donc j'ai vu des trucs comme ça, et ça m'a un peu complètement bouleversé, et j'ai pas aimé du tout. Bouleversé, révolté. Et j'ai failli... et donc je suis rentré en France après mon premier voyage, et j'ai acheté un bouquin, 2 bouquins, et puis j'ai vu en bas, sur la première page, il y avait une adresse, Enfants du Mékong. Donc Enfants du Mékong, j'ai téléphoné. Je suis allé les voir, et j'ai adhéré à cette organisation.
C'est une association, hein. Une association, Ouais, oui, ça. qui prend soin des enfants dans les pays du Mékong, donc Les Thaïlande, orphelins. les orphelins en principe, ou les gens très très pauvres, qui n'ont pas, qui n'ont pas les moyens de payer l'école. Mais bon, donc je payais tous les mois et je reçois un dossier avec une photo d'un jeune gamin, d'une jeune. La première fois, c'était une jeune gamine et un jeune gamin. J'en ai pris deux, moi. J'ai pas hésité non plus. Mais on me les a envoyés du Vietnam. Donc le Vietnam, moi, je connais pas à l'époque. C'était en 91. Hein, donc je continue à aller voir mon ami. Je fais venir mon ami en France. Il s'appelait Chai, qui était un petit gars super sympa, que j'aimais beaucoup, que j'adorais d'ailleurs. Et je l'ai ramené à Chamonix et travaillé avec moi. J'ai fait un contrat par l'immigration, par l'OMI, OMI, hein, Organisation mondiale de l'immigration. Et j'ai fait un contrat pour lui de 2 ans, de 2 ans, 2 ans et demi, qui a été accepté, qui est passé à la sous-préfecture, un truc tout à fait légal. Donc il n'y a rien d'illégal là-dedans. Et il a appris le français, il a appris à cuisiner. Dans la cuisine que je tenais à l'époque, c'était à l'Ermitage Paccard à Chamonix. Monsieur Paccard était un homme extraordinaire, très très charmant. Son fils, avec qui j'ai travaillé, était un type extraordinaire aussi. Et je suis resté 6 ans dans cette maison-là. Et j'ai amené Chai avec moi et on a participé à son déplacement, à son apprentissage et tout ça. Et il faisait la cuisine, il faisait des pâtisseries extraordinaires et tout ça. Et en même temps, moi, en 91, 92, donc on faisait l'aller-retour entre chaque fois qu'on avait une intersaison, et puis on retournait. Et en 93, je décide, puisque je sponsorisais ces jeunes gamins au Vietnam, j'ai dit moi ça me suffit pas, donc je suis monté au bureau à Montparnasse de l'association Enfants du Mékong, et j'ai dit voilà, je voudrais aller voir ces enfants-là. On n'avait pas l'autorisation à l'époque d'avoir des contacts avec ces enfants-là, parce que, bon, pour des raisons, je ne sais plus, X ou Y, enfin, peu importe. Mais moi, j'y suis allé quand même. Et donc, j'ai fait ce voyage-là. Je suis allé donc en Thaïlande, comme à l'habitude. On construisait ma maison à l'époque, dans les environs de Chiang Mai. Et je pars, je demande un visa. Ça m'a demandé une quinzaine de jours pour obtenir un visa au Vietnam. À l'époque, c'était pas facile. L'embargo américain, il existait encore. Et je suis allé en 93, j'ai fait mon premier voyage au Vietnam. Une fois arrivé là-bas, j'ai rencontré les sœurs d'organismes catholiques qui s'occupaient de ça. Et j'ai fait la route avec eux entre Saigon et Vinh Long. Et sur une vieille guimbarde, on voyait encore, il y avait des trous dans le châssis, on voyait la route, mais le moteur marchait bien, il n'y avait rien qui rentrait, l'embargo était placé, il n'y avait rien qui rentrait au Vietnam, il n'y avait rien qui sortait, donc ils réparaient les moteurs avec des bouts de ficelle, c'était des 404, des Arondes, des Dauphines, des tractions, il y a encore les fourgons de la gendarmerie d'Indochine française qui étaient là, qui servaient de bus et tout ça, un truc de délire quoi. Il y avait encore les trous d'obus dans Saigon, les trous de balles dans l'ambassade américaine qui étaient fermés et tout. Donc, et moi, je suis parti à Vinh Long, ça a duré 3 ou 4 heures de chemin. J'ai pris le bateau, le seul bateau qui existait. D'ailleurs, ce bateau qu'on voit dans le film L'Amant, je suis monté dessus. Et j'ai traversé le bras du Mékong et je suis arrivé à Vinh Long. Et j'ai rencontré ces enfants-là qui dormaient dans des endroits insalubres, dans des cases. Les lits étaient montés à 1 mètre de haut sur des pilotis de bambou. C'était des nattes en bambou. Ils dormaient là. Et à cause de la montée des eaux, de temps en temps, il y avait des rats qui flottaient, tout ça. Donc, j'étais heureux de participer au moins au fait qu'ils aillent à l'école et tout ça. Et j'ai rencontré ces gamins-là. Et un jour de 94, j'ai dit, il faut que je parte là-bas, parce que j'étais de plus en plus pris par l'Asie. L'Asie me prenait encore davantage. Donc j'avais la Thaïlande, le Vietnam. Et en 94, j'ai tout quitté en France. J'ai répondu à une annonce où des Français voulaient monter un restaurant à Vung Tau. Et qui, eux, n'avaient plus assez de moyens. Donc j'ai répondu, mais moi, peut-être aveuglément, mais c'est pas grave, je suis parti dans une aventure de fou. Et j'ai participé avec eux, et puis au bout un certain temps, ils n'avaient plus les moyens de tenir leur restaurant, ils avaient tout vendu en France, voitures, maisons et tout le tralala. Mais comme le système commercial de loi et tout ça n'existait pas vraiment à l'époque, ils se sont fait bouffer tout leur pognon, et leur pognon a disparu. Et moi, le mien avec,
ce que j'avais, et mon billet d'avion avec, et tout avec, et je me suis retrouvé comme ça. Le bec dans l'eau. Le bec dans l'eau, à Vung Tau, sans plus rien, peut-être avec $20 dans les poches. Mais entre-temps, j'avais récupéré le petit réfugié, parce qu'on avait loué une maison, ça valait que dalle à l'époque. J'avais acheté un peu de matériel pour la maison et tout. Et comme je me suis retrouvé le bec dans l'eau, on a été obligé de quitter la maison. Et ce petit réfugié m'a dit, écoute, avec sa famille, il m'a dit, écoute, on va te récupérer et viens à Saigon avec nous. Je vais à Saigon et je vis dans les ghettos pendant 3 semaines. Je me cache là-bas parce que c'était interdit, les flics pouvaient m'arrêter, mon visa était presque expiré, tout ça. Et on a vendu les 3 gamelles ou les 3 machines que j'avais achetées et on a récupéré $200 et j'ai réussi à repartir. Mes cartes de crédit étaient nulles, donc je pouvais plus rien faire. Donc avec $200, j'ai réussi, à l'époque ça coûtait pas très cher, j'ai réussi à repartir à Bangkok, puis à Chiang Mai, où j'avais un ami à Chiang Mai. Et je retrouve ces amis-là, j'avais plus grand-chose dans les mains, plus beaucoup d'argent, je vais voir que peut-être même pas $50, un truc comme ça, qui était quand même assez important encore à l'époque. Et j'ai réussi à contacter un Français que j'avais connu, qui était chef dans un Novotel à l'époque, qui était lui parti en Chine. Je dis merde, putain, il est parti. Donc j'ai réussi par un ami qui avait son numéro de téléphone à le contacter. Il me dit bon ok, tu prends ma villa et tu restes le temps qu'il faut dans la villa et tu essaies de rentrer en France. Je suis resté à peu près 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Et j'ai réussi à me faire virer de l'argent qui me restait sur un compte en France, c'était pas grand chose, qui m'a permis de racheter un billet d'avion et rentrer en France, mais j'ai mis 3 mois à rentrer et j'ai été dans des situations assez particulières. D'accord. Mais plus rien, quoi. C'est un peu flippant, mais moi ça m'amusait quelque part, donc au bout d'un moment, je sentais pas la panique, j'étais pas paniqué à aucun moment. Tu vis au jour le jour, tu vis pleinement ta vie. Voilà. Ta vie, tu vis ta vie, il y a des gens qui ne vivent pas leur vie. Et je suis toujours parti comme ça avec un sac sur le dos et puis pas backpackers, pas le sac à dos, juste mon sac sur le dos et puis je suis parti à l'aventure comme ça. Et aujourd'hui tu travailles donc où exactement alors? Donc c'est une chaîne de non c'est un hôtel. C'est un privé, c'est un hôtel privé. Je suis retourné là il y a 2 ans. D'accord. Parce que j'en avais marre parce que j'ai fait avant ça les 5 étoiles, le haut niveau, travailler dans surtout à Jakarta, parce que j'étais en Indonésie aussi, en Chine aussi, dans les 5 étoiles, Sheraton, le Méridien, Holiday Inn, donc tout ça, j'ai travaillé un peu dans tous ces endroits-là, j'étais exécutif chef, je faisais partie du comité exécutif, donc j'étais dans les hauts niveaux, il m'arrivait de traiter 2000 couverts dans une journée, dans différents endroits de Jakarta, je travaillais avec l'ambassade de France, avec la chambre de commerce, avec la British Commercial Chamber, avec les Américains, avec la chambre avec l'ambassadeur d'Europe, voilà, je travaillais avec tous ces gens-là. J'avais aussi, je pouvais avoir un mariage de 1000 personnes dans mon ballroom. Je pouvais avoir les 10 chambres privées, les salles privées complète avec 10 menus différents. J'avais une brasserie où je servais 250 couverts. J'avais un restaurant libanais où j'avais un chef libanais qui s'en occupait. J'avais le VIP room au 20e étage où il fallait que je fournisse les buffets. J'avais des fois des différents menus, mais j'étais le chef d'orchestre de tout ça, donc je créais ça. Et un jour, je me rappelle, ça c'est l'Indonésie, hein, c'est encore une autre histoire. Mais je me rappelle, le general manager nous dit, voilà, il faut faire votre Big Five, et il faut faire c'est Big Five, c'est tout le programme qu'on va faire dans l'année qui suit, donc en 5 points. Et un point, ça peut être éclaté en plusieurs points. Et il y avait un projet à faire, chacun devait proposer un projet, donc j'ai dit, ok, qu'est-ce que je vais faire comme projet ? Donc une promotion française, bouffe française et tout ça, c'était commun à l'époque. Donc j'ai dit, je rentre chez moi un soir. Puis j'avais un appartement de l'hôtel fourni.
Et puis je me fais mon room service comme d'habitude, hein, parce que quand on est exécutif, on peut se permettre pas mal de choses. J'avais un bel appartement et je regarde, j'allume la télé, on a TV5, hein, forcément. Et puis à ce moment-là, c'était au mois de novembre 2008, je pense, et je devais faire quelque chose pour 2009. Donc qu'est-ce que j'allais faire pour 2009? Et je vois au mois de novembre, ils annoncent le Tour de France 2009. Et là, je vois la carte de France avec le circuit du Tour de France. Et là, je flash, je dis mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et je me suis lancé dans une entreprise de fou. J'ai dit je vais faire ça, je vais faire le Tour de France culinaire et je vais suivre le Tour de France en réel pendant les 3 semaines, du 1er juillet, du 1er samedi de juillet jusqu'au au 21 juillet, je crois, où ça arrive à Paris. Et je vais toutes les régions traverser, je vais faire la nourriture, enfin je vais faire les plats qui sont associés à la région où ils passent. J'ai monté ce projet-là. Et ça a été un projet que j'ai monté avec le Consulat de France, avec le Centre culturel français. J'étais appuyé par l'ambassade de France et par Starwood, pareil tout ça. Et j'étais mis dans les meilleures pratiques de l'époque. Et j'ai créé cette promotion-là pendant 3 semaines. Et ce training-là avec 120 cuisiniers indonésiens, tous indonésiens. Il n'y avait pas un Français, il n'y a rien du tout, que des Indonésiens. J'ai fait 6 mois parce que je me suis pris de bonne heure, donc j'ai commencé le training en janvier 2009 pour l'appliquer le 2 juillet 2009 il me semble. Et j'ai appliqué ce truc pendant 6 mois. J'ai fait de janvier à fin juin, j'ai appliqué toutes les recettes une par une, c'était 25 recettes par jour. 25 recettes par jour. Et y compris, il y avait les desserts aussi français et tout ça, et de région et tout ça. Donc 25 recettes par jour à sortir pendant 3 semaines. Et j'ai fait ça, et j'ai appris à ces Indonésiens-là, à mon équipe, qui était, waouh, c'était génial, parce que ce qui se passait, c'est que je leur apprenais non seulement le plat, mais je leur apprenais l'histoire du plat. Et l'histoire du plat était liée à l'histoire de la France. Et certains plats étaient liés à l'histoire que la France avait entre l'Indonésie et la France, et ainsi de suite. Et c'est là où on a découvert les premiers trades, les premiers frais de noix de muscade en 1800 et quelques, par les Hollandais jusqu'en Hollande, pour enrayer la route des épices qui était, elle, tradée par les Arabes. Donc les Arabes, je m'entends bien, hein, les Émirats et tout ça, qui faisaient le trade, qui faisaient le taxage de la route des épices, puisque la route des épices, c'est pas Marco Polo, hein, la route des épices, entre parenthèses, hein. C'est bien avant. Elle existe de bien avant Marco Polo, c'est bien avant le Xe siècle. Hein. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Et donc là, tu as posé tes valises au Vietnam. Et je suis revenu, il y a 2 ans, il y a 3 ans, parce que j'en avais eu marre. En fait, j'ai dit, bon, ça suffit, pression. Et puis là, j'étais en Chine, avec les vendeurs, enfin tous les vendeurs, et puis les Chinois, il faut tenir quand même. Hein. Et ça correspondait plus. Bon, moi, j'ai passé 60 ans, ça fait 45 ans que je travaille. La pression et tout ça, j'en ai fait d'autres, j'en ai vu d'autres. Je dis, bon, ça suffit, là. Il faut que, allez, on ralentit. J'ai donc tout arrêté. Je suis rentré au Vietnam. Je me suis reposé pendant 1 an, puis j'ai repris au Coco Beach, chez Daniel. Où tu coules des jours heureux. Où je travaille tranquillement. Ça va. Donc, oui, on regarde des jolies photos que tu nous envoies. De mes petits déjeuners, ouais, c'est ça. Ou de mon lunch. Mais j'aime bien ça. Ça tease un peu. Donc, ça tease. Mais il ne faut pas croire que c'est facile. Attention. Non, mais ça, c'est la carte postale que tu nous envoies. Ça, c'est la carte postale. Voilà, c'est énormément de stress. Voilà, c'est la face visible de l'iceberg. Oui, il ne faut pas croire que c'est facile. Très bien. Pour conclure cette interview, est-ce que tu aurais un message à passer à, je sais pas, la jeunesse par exemple, qui veut se lancer mais aussi dans la cuisine et voyager toi qui as beaucoup voyagé, qui as beaucoup bourlingué, est-ce que pas un conseil, parce que bon, les conseillers sont les mauvais payeurs, mais au regard de ton expérience, qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune s'il te posait la question, monsieur, qu'est-ce que vous me conseillez de faire ?
Moi, j'ai pas de conseils à donner parce que le voyage, c'est un feeling, en fait. C'est une décision qu'on prend vraiment intérieurement. C'est pas quelque chose on va pas dans une agence de voyage et dire, oh tiens, je voudrais faire ça, je voudrais faire ça. Est-ce que je peux faire ça? C'est pas une question qu'on pose à quelqu'un d'autre. C'est une opportunité, c'est le moment, ou c'est pas le moment. Les choses arrivent comme ça. Les choses, moi, ça a frappé à ma porte juste comme ça. J'ai pas demandé ça. Donc, c'est vrai que mon premier voyage, c'était en Angleterre. Si on remonte à 76, alors que je travaillais à ce moment-là, je crois que je travaillais chez Gilles, arrivé, je crois, il me semble, ou c'était le Pingouin, je me rappelle plus. Enfin, c'est assez loin. Et à 76, non, c'était chez Gilles arrivé. Et un jour, un mec comme ça me dit, qui travaillait en Angleterre, me dit ouais, tiens, mon numéro de téléphone, donne-moi ton numéro de téléphone. On a toujours des places pour les jeunes qui veulent travailler en Angleterre. L'Angleterre, c'était l'étranger, ça l'est toujours aujourd'hui. Bien sûr. Et il m'a téléphoné un jour comme ça, il me dit tiens Thierry, si tu veux, j'ai une place pour toi à Brighton. Et si tu veux, il m'a téléphoné à 9h du soir. À 10h du soir, j'avais vendu ma chaîne, j'avais vendu mes disques. Je suis allé au Viva Maria, c'était Nanouche à l'époque, c'était au casino. J'ai tout vendu comme ça à tous mes copains et j'ai acheté le lendemain matin, j'étais je crois que c'est Hubert Ferrasson. Hubert, si tu regardes. Si tu nous entends, salut. Qui m'a vendu mon billet. J'ai pris l'avion, d'ailleurs, première fois que je prenais l'avion. Et je suis passé par Jersey. De Jersey, je suis arrivé à Gatwick Airport. Je ne parlais pas un mot d'anglais. Et j'ai dit à ma mère le soir, en partant, maman, je vais chercher des cigarettes. Je suis revenu 6 mois après. Ouais. Et je suis parti en Angleterre, à Brighton, et j'ai travaillé sur Church Road, dans un pub qui s'appelait Woody's Wine Bar. Et ensuite, quelques mois après, le chef du meilleur restaurant qui s'appelait Le Français, qui était à Hove Sussex, dans un quartier de Brighton, m'a dit, tiens, si tu veux, je peux t'engager comme second, parce qu'il voyait que j'étais pas trop mauvais. Bon, je pense que j'étais pas trop mauvais, merci. Et puis je suis allé travailler comme second chez lui, et dans le meilleur, et il y avait Barbara Streisand qui était là, il y avait c'était le quartier huppé de Brighton. Je me dis que ce type c'est quid, c'est pas possible. Et voilà, et j'ai fait ça. Donc, et c'est ça, je pense que j'ai pas de conseils à donner. Je veux dire, les choses arrivent comme ça, et quand cette opportunité-là se présente, et ben il faut avoir voilà. Il faut les avoir pour dire ok, je pars, je quitte et j'y vais. Ouais. Il faut pas demander à personne, il faut être sûr, il faut être convaincu que on est capable de faire les choses. Oui, que c'est le moment. La vie est pleine de dangers, elle est pleine de surprises, elle est partout. Ça peut se passer à Dinard. Il y a des grandes aventures. J'ai eu des grandes aventures à Dinard. J'ai eu des aventures à Paris. Je suis allé un peu partout. Je me suis frotté un peu à tout le monde, à tous les milieux. J'ai connu beaucoup de choses. Merci. J'en suis là. Merci la vie. J'ai 60 ans. J'ai travaillé pendant 45 ans. Aujourd'hui, j'en ai marre. Je suis fatigué. J'aimerais bien revenir à Dinard. Si je peux assister quelqu'un à faire quelque chose, peut-être que je ferai quelque chose à Dinard en revenant. Assistance culinaire, conseil, apporter des nouvelles choses. S'il y a des restaurants que ça intéresse, s'il y a des gens que ça intéresse, eh ben, écoutez, contactez-moi. J'ai un site. Sans problème. J'ai un site qui s'appelle Théodoric le Chef. Voilà. J'ai une page qui s'appelle Globetrotters, Chef Globetrotter. C'est sur Facebook. Et on peut te retrouver sur Facebook sous Thierry Guinaud. Voilà. Et puis au pire, vous passez par Brestfox Radio. Moi, je vous communiquerai son lien. Un petit mot pour nos amis de Dinard Actu, Thierry. Alors Allez, un petit mot pour finir. C'est moi, je pense qu'il y a une vedette sur Dinard Actu. T'as dit Daniel, quand même, franchement. Hein. Là, j'ai rien demandé. non, mais qu'est-ce que je pourrais dire écoutez, je sais pas, c'est sympa, c'est bien de vous lire, c'est bien. Moi, j'aime bien. Je suis pas, j'ai pas d'engagement sur quoi que ce soit. Je veux dire, il faudrait peut-être un peu plus d'implication de la part d'autres personnes. D'autres personnes, ça serait intéressant de savoir. Ce ne sont pas toujours les mêmes qui phagocytent la discussion. Voilà, il ne faut pas que ce soit un monopole non plus. Il faut laisser les gens s'exprimer, il ne faut pas les fermer, il ne faut pas leur couper la parole, il ne faut pas leur dire ouais mais c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Il y a des gens qui ont une opinion différente, il faut les écouter. Toutes les opinions sont bonnes à entendre. C'est le négatif et le positif, l'un va pas sans l'autre. Et donc on peut construire, il faut arrêter de détruire, il faut construire surtout, il faut avancer et ça sert à rien dès qu'on met moi j'ai mis des posts, des fois je me suis fait bâcher, je dis bon ça va, c'est bon quoi, mais
écouter un peu les autres, c'est bien, être à l'écoute des autres, c'est avancer, c'est aussi prendre de l'expérience des autres. Toute expérience est bonne à entendre, toute histoire est bonne à entendre, et c'est les choses qui font avancer, mais pas... Tout au moins écouter. Et tout au moins écouter, et puis avec politesse, ça serait vachement mieux en plus, donc c'est tellement mieux. Et puis on a un pays ici qui est tellement fabuleux, on a une ville qui est extraordinaire, une ville qui est tellement chargée d'histoire, une histoire qui est tellement belle, qui est violente aussi, parce que c'est pas que simple. Donc c'est une ville qui a été construite par beaucoup de gens, qui sont venus beaucoup de l'extérieur. Donc oui, il y a un berceau, oui, il y a Dinard, oui, il y a ceci, oui, il y a cela, oui, il y a la voie gallo-romaine, il y a la Vicomté. Tout ça, c'est des quartiers différents, mais ça fait un ensemble de choses, ça fait un ensemble de cultures, et il faut... je sais pas, c'est tellement beau, c'est un des plus beaux pays que je connaisse, et pourtant je suis allé dans des endroits, Phuket, la Thaïlande, la Chine et tout ça, j'ai vu des endroits merveilleux, mais ça... Dinard, c'est la perle. C'est une perle. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez un quai qui s'appelle le quai de la Perle. Alors, on va se quitter sur ces magnifiques paroles, Thierry. Merci d'avoir joué le jeu d'un invité sur la Braise. C'était un plaisir. Et puis quand tu reviens sur Dinard, n'hésite pas à donner un petit coup de téléphone. Et puis si tu as encore plein de choses à nous raconter, t'es le bienvenu, hein, carrément. Il y a pas mal de choses à raconter. Bon, Eric, j'espère que cette interview t'aura plu. Un petit clin d'œil à Eric Pierre et nos amis de Dinard Actu. Et Dinard, on vous aime. À très bientôt sur BFR. Salut Thierry, à bientôt. Salut, au revoir, merci. Braise Folks Radio. Braise Folks Radio.